Merci beaucoup pour cette invitation à vous parler d'une innovation technologique qui est le développement du séquençage métagénomique pour le diagnostic des infections osteoarticulaires. Donc aujourd'hui, on va parler du développement de séquençage métagénomique dans le but d'améliorer le diagnostic microbiologique conventionnel des IOA qui repose actuellement principalement sur la mise en culture des prélèvements, comme vous le savez. Mais cette culture nécessite 2 semaines jusqu'à l'obtention des résultats et manque malheureusement de sensibilité, notamment en cas d'infection par des bactéries à croissance lente ou en cas de prise récente d'antibiotiques. Cette culture peut être complétée par des analyses de biologie moléculaire, comme des PCR universels qui ciblent toutes les bactéries, ou des PCR spécifiques de certaines bactéries. Cependant, ces PCR ne permettent pas de prédire la résistance aux antibiotiques et leur supériorité en termes de sensibilité par rapport à la culture n'est pas majeure. Et finalement, elles sont intéressantes en pratique, principalement pour des infections à bactéries à croissance fastidieuse ou en cas de prise récente d'antibiotiques. Donc, comme vous le savez, pour ce diagnostic microbiologique, le gold standard est bien sûr la réalisation de ponctions de liquide ou de biopsie d'os ou de tissu en pré ou en péropératoire. Et donc aujourd'hui, je vais également vous parler d'un autre type de prélèvement qui n'est pas réalisé dans tous les centres en raison de protocoles un peu fastidieux et du risque de contamination de ces prélèvements. Et c'est les prélèvements consistent en l'analyse du liquide de sonication des prothèses explantées qui sont obtenus après un traitement par ultrason, donc par sonication, pour décoller le biofilm bactérien qui est formé sur ces prothèses. Donc ces liquides pourraient être, d'après certaines études, être combinés avec les prélèvements péropératoires afin d'augmenter leur sensibilité. On va donc parler de séquençage métagénomique qui repose sur le développement depuis quelques années de technologies de séquençage qu'on appelle de nouvelle génération, ou NGS, qui permettent de séquencer rapidement de grandes quantités d'ADN. Ces technologies sont utilisées en bactériologie selon deux grands types d'approches qui ne nécessitent pas la mise en culture des prélèvements. Les bactéries peuvent être tout d'abord identifiées après amplification et séquençage ciblé d'une région de l'ARN ribosomique bactérien, donc c'est l'ARN ribosomique 16S. Et cette approche a cependant comme inconvénient des imprécisions d'identification et surtout une impossibilité de prédiction de la résistance antibiotique, puisque cette approche ne cible qu'un seul gène bactérien. Donc aujourd'hui, on va donc détailler l'approche de séquençage métagénomique, dite shotgun, et elle permet en fait le séquençage de l'ensemble de l'ADN d'un prélèvement clinique à la fois. Donc ceci permet donc d'avoir accès à un niveau d'informations bien plus important, permettant théoriquement des identifications plus précises et surtout, ce qui va nous intéresser, une prédiction de résistance aux antibiotiques. Cependant, cette approche est associée à un coût important et peut générer des difficultés d'analyse des données obtenues et de leur interprétation. Donc, j'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails techniques des différentes technologies de NGS. Cette diapositive est simplement pour vous présenter brièvement les deux principales techniques qui sont actuellement en développement dans les laboratoires de diagnostic. Donc, une fois qu'on a extrait l'ADN du prélèvement clinique, cet ADN doit être fragmenté pour pouvoir penser. Donc, les deux technologies que je vais vous présenter vont donc varier selon la technique qui va être utilisée pour obtenir la séquence des fragments, mais également la longueur des fragments obtenus. Ces fragments sont appelés des reads et donc ils peuvent être courts ou longs pour les technologies Illumina et Nanopore respectivement. La technologie Illumina est réputée pour la justesse des données de séquençage qui vont être générées, alors que la technologie de la société Nanopore se positionne grâce à un avantage qui est l'obtention des données de séquençage rapidement et en temps réel, malgré une fiabilité qui est un peu moins bonne que la technologie Illumina. Mais cet inconvénient n'est pas forcément trop handicapant selon l'objectif de l'application. Pour mieux comprendre les résultats que je vais vous présenter, j'ai juste une diapositive pour vous décrire brièvement les paramètres qui vont nous permettre d'analyser les données de séquençage. Donc, à l'issue du séquençage, on obtient des fragments d'ADN ou les RITs dont je vous ai parlé. Et ces RITs vont être
comparer à des séquences de référence de chaque espèce bactérienne pour permettre leur identification. Donc pour chaque séquence, nous allons déterminer deux paramètres. Tout d'abord, ce qu'on appelle le pourcentage de couverture de la séquence, qui correspond au pourcentage de positions du génome qui sont couvertes par au moins un RIS. Donc plus ce pourcentage est proche de 100%, plus nous avons obtenu l'ensemble du génome de la bactérie sans trou. Le deuxième paramètre est la profondeur du séquençage et cette profondeur représente le nombre de RIS, c'est-à-dire le nombre de fois où on a obtenu la même information et qu'elle est répétée pour une position donnée du génome. Donc plus ce nombre représentant la profondeur est grand, plus l'information est fiable. Donc, comme je vous l'ai dit, le séquençage métagénomique permet le séquençage de tout l'ADN présent dans un prélèvement, c'est-à-dire de l'ADN des pathogènes recherchés, mais l'ADN d'éventuelles bactéries contaminantes qui auraient été introduites lors de la réalisation du prélèvement ou de sa manipulation, mais également de l'ADN de bactéries mortes qui pourraient être présents dans les réactifs de biologie moléculaire. C'est pourquoi, après le séquençage, on va obtenir généralement une longue liste de bactéries qui vont être identifiées et qu'il va falloir interpréter. Donc, pour faire le tri entre celles qui doivent être considérées comme des pathogènes ou des contaminants, l'enjeu du développement de ces nouvelles technologies de NGS va être de pouvoir déterminer des seuils des différents paramètres, donc le nombre de RITs, de couverture et de profondeur, pour pouvoir faire le tri entre toutes ces bactéries, et retenir les bactéries uniquement qu'on considère comme pathogènes afin de maximiser la sensibilité du test sans affecter la spécificité. Avec l'exemple présenté sur l'écran, donc dans ce prélèvement, seul un staphylocoque epidermidis a été retrouvé en culture, alors que vous voyez qu'on avait identifié en séquençage plein d'autres bactéries, et notamment d'autres staphylocoques de la peau. Donc dans le cas du staphylocoque epidermidis, le nombre de RIDS ainsi que la couverture et la profondeur de séquençage étaient bien plus élevés que pour les autres espèces, donc en faveur d'une infection de ce staphylocoque epidermidis. Donc pour en revenir à notre sujet du séquençage métagénomique pour le diagnostic des IOA, les premières études datent de 2017 avec ce premier article de l'équipe d'Oxford ayant fait la preuve du concept de l'utilisation de la technologie Illumina à partir des liquides de sonication. Donc parmi 97 patients suspects d'IOA, 62 avec des prélèvements avec une culture positive. Et donc parmi les 70 bactéries identifiées en culture, 66 étaient retrouvées en séquençage. À la fois dans des prélèvements avec une culture positive ou négative, les auteurs ont identifié des bactéries supplémentaires en NGS. Parmi celles-ci, on retrouve des bactéries anaérobies qui sont difficiles à cultiver, des bactéries strictement pathogènes comme un staphylocoque doré ou un streptocoque chez des patients qui avaient reçu une antibiothérapie préalable. Mais enfin, également des bactéries de la flore cutanée dont la présence est plus compliquée à interpréter pour différencier un potentiel contaminant ou un réel pathogène. Donc l'équipe d'Oxford a ensuite évalué la possibilité d'utiliser la technologie de séquençage nanopore sur les mêmes prélèvements, dans un second article mettant en avant des résultats semblables avec les deux techniques. Et surtout, l'avantage dont je vous parlais avec la technologie nanopore, d'accès en temps réel aux résultats du séquençage. Et donc, on voit sur ce graphique le type de résultats qu'on peut obtenir avec l'obtention au fil du temps de l'identification des différentes bactéries qui étaient retrouvées en culture et l'acquisition progressive des bases du séquençage avec un nombre qui est vite important, avec des centaines de milliers de bases séquencées pour chaque bactérie. Donc la ligne la plus basse en bleu clair correspond à l'ensemble des autres bactéries qui étaient séquencées dans le prélèvement et qui correspondent en fait au bruit de fond lié aux contaminations, notamment dans les réactifs comme je vous ai parlé précédemment. Donc en même temps, une autre étude de l'équipe de Robin Patel à la Mayo Clinic a également démontré la bonne sensibilité du séquençage par rapport à la culture, puisque 109 des 115 bactéries qui étaient identifiées en culture ont été retrouvées en séquençage.
Donc, à nouveau, les auteurs ont identifié un certain nombre de bactéries supplémentaires dans des prélèvements de culture positives ou négatives, et même chez des patients pour lesquels le diagnostic d'IWA n'avait initialement pas été retenu. Donc, parmi ces bactéries, à nouveau, on retrouve des anaérobies, des pathogènes stricts, comme le staphylocoque doré, mais également un nombre assez important de bactéries difficilement cultivables, comme des mycobactéries, un mycoplasme ou des champignons. Mais ce qui était quand même à noter dans cette étude, c'est qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient reçu une antibiothérapie préalable, ce qui surestime probablement l'intérêt du séquençage en cas de fenêtre thérapeutique. Finalement, si ces différentes études font la preuve de concept de l'identification possible des bactéries par séquençage, aucune ne décrit vraiment de prédiction de résistance aux antibiotiques, même si c'est un objectif majeur du séquençage métagénomique. Et donc ceci s'explique de par une limite de cette technologie qui est constituée par la présence d'une quantité importante d'ADN humain dans les prélèvements. Donc ce qui est logique, mais qui affecte le séquençage, puisque les reads humains représentent jusqu'à 99% des reads totaux obtenus. Donc ceci entraîne une moins bonne sensibilité de détection des bactéries et également affecte la prédiction de résistance aux antibiotiques, puisqu'on obtient une moins bonne couverture du génome bactérien et une profondeur de séquençage insuffisante. Donc je vais donc maintenant vous présenter les résultats de l'étude que j'ai réalisée à Oxford et qui a permis l'évaluation d'un protocole de déplétion de l'ADN humain dans le but de faire face à cette limite et améliorer la technique. Donc on a d'abord testé le protocole sur des kits de sonication dont je vous ai parlé, puisque comme ils sont obtenus à partir de la prothèse et non de tissus vraiment humains, ils sont théoriquement moins contaminés par l'ADN humain. Donc brièvement, ce protocole repose sur l'utilisation de la saponine, qui est un agent tensioactif qui permet de liser différentiellement la paroi des cellules humaines sans impacter celle des bactéries. Donc avec un choc osmotique, l'ADN humain est ensuite libéré dans le milieu de la réaction avant d'être dégradé par une DNase pour récupérer les bactéries intactes. Donc on prépare ensuite l'échantillon pour le séquençage nanopore. Cette photo me permet de vous montrer un autre avantage de ces petits séquenceurs qui ressemblent à des grosses clés USB finalement qui sont connectées à des gros ordinateurs. Et donc on va charger les fragments d'ADN qu'on a préparés dans la cellule. Et chaque fragment d'ADN va être séquencé par un pore individuel. Et donc tous ces pores sont présents sur la cellule de séquençage, c'est ce qui est représenté avec les petits carrés sur la photo à droite. Donc au total, cette étude, on a analysé 114 prélèvements, dont 62 avec une culture positive. On a obtenu une sensibilité de 80% par rapport à la culture, c'est-à-dire que 13 bactéries retrouvées en culture n'étaient pas rapportées par le séquençage. Cependant, parmi ces 13 bactéries, 10 étaient en fait présentes dans la liste totale des bactéries donc non filtrées dont je vous ai parlé, et donc avec des indicateurs de qualité inférieurs au seuil de détection qui avait été fixé pour maximiser la sensibilité et spécificité. Et donc on retrouvait le pathogène au milieu de plein d'autres contaminants. On avait une spécificité de 92%, c'est-à-dire qu'on a identifié en séquençage des bactéries qui n'ont pas été retrouvées en culture. Donc elles sont listées à gauche dans ce tableau. Et donc parmi ces bactéries, on retrouve une nouvelle fois des bactéries anaérobies, un staphylocoque doré, donc qui ont été considérés comme des probables pathogènes. Mais on retrouve aussi un certain nombre de bactéries de la peau, donc des Cutibacterium, des staph, des corinnées. Donc l'intérêt de cette étude par rapport aux précédentes que je vous ai présentées, c'est qu'on a voulu détailler donc pour chaque bactérie le pourcentage de couverture et de profondeur qu'on avait obtenu pour l'identification de cette bactérie pour nous orienter sur le fait que la bactérie soit plus à considérer comme un contaminant ou un pathogène. Donc on se doute par exemple qu'on ne considère pas de la même façon
un Cudibacterium acnes pour lequel on a pu séquencer 97% du génome avec une grande profondeur proche de 400 par rapport à un Staphylococcus epidermidis où seule une très faible région du génome de 3% a été séquencée et qui est dans ce cas plutôt en faveur d'une contamination. Donc, comme je vous l'ai dit, l'intérêt de cette étude était également l'évaluation de la place de la déplétion de l'ADN humain pour améliorer le séquençage du génome bactérien. Donc, on voit à gauche en bleu le pourcentage d'ADN humain dans les échantillons qui ont été traités par le protocole Saponine. Donc, on voit que globalement, cette proportion est bien que pour les échantillons non traités à droite, mais la variabilité de ce pourcentage est importante et donc le protocole de déplétion avait une efficacité qui variait d'un échantillon à l'autre. Donc cette déplétion est utile pour améliorer le séquençage du génome bactérien, puisqu'on voit en haut à droite du deuxième graphique que l'essentiel des points qui ont une couverture et une profondeur élevée correspondent à des échantillons qui ont été traités par la savonine et donc pour lesquels on a pu obtenir une déplétion de l'ADN humain. Donc au total, la médiane de couverture du génome bactérien est passée de 20% à plus de 80% sur l'ensemble des échantillons, donc avec une efficacité de la déplétion pour améliorer la couverture du génome bactérien. Donc, comme je vous l'ai dit, l'intérêt du séquençage métagénomique, c'est la prédiction de résistance aux antibiotiques. Dans cette étude, nous sommes d'abord intéressés à la prédiction de résistance pour le cas du Staphylococcus aureus, car il faut développer les outils bioinformatiques différemment pour chaque bactérie, donc ça prend un peu de temps. Donc, le nombre de souches analysables pour chaque antibiotique variait en raison d'une couverture variable des gènes acquis ou mutés qui pouvaient expliquer la résistance à cet antibiotique. Donc, globalement, nous avons observé en séquençage une erreur très majeure, c'est-à-dire sensible au lieu de résistant sur l'antibiogramme pour les macrolides, et une erreur majeure, donc c'est-à-dire de rendre résistant au lieu de sensible sur l'antibiogramme pour les quinolones. Donc, une nouvelle fois, ce graphique vous illustre l'acquisition en temps réel des données pour la prédiction de la résistance. Donc, on voit que l'évolution des données permettant l'identification en bleu évolue en parallèle avec les données permettant l'identification des gènes de résistance en vert et en jaune. Et finalement, on atteint un plateau d'acquisition des données entre 5 et 10 heures. Donc, on obtient ces informations très rapidement. Donc, cette dernière diapositive me permet de vous illustrer le potentiel du séquençage pour la prédiction de résistance, même si les résultats sont loin encore d'être parfaits et que les protocoles doivent être améliorés. Et donc, j'ai pris l'exemple de cet échantillon où 2 morphotypes de Staphylococcus aureus avaient été identifiés en culture, avec un antibiogramme un peu différent, puisqu'un morphotype était sensible à la rifampicine et un résistant. Et donc, en fait, en séquençage, on a pu identifier une sous-population de RIDS, donc un 20% de RIDS, 20% des fragments d'ADN, qui mettait en évidence une mutation responsable de la résistance à la rifampicine dans le gène RPOB. Et en fait, cette sous-population avec une mutation évoquait la présence d'une sous-population résistante qu'on avait retrouvée en culture. Donc, en conclusion, le séquençage métagénomique a des avantages théoriques par rapport au diagnostic conventionnel des IOA. Il peut être plus rapide, donc j'espère vous l'avoir illustré avec l'exemple du séquençage nanopore et une acquisition des données en quelques heures. Le gain de sensibilité reste encore à investiguer, car vous avez vu que dans les différentes études, un certain nombre de bactéries qui étaient retrouvées en culture n'étaient pas identifiées en séquençage. Mais donc ces technologies de séquençage permettent quand même de détecter des pathogènes supplémentaires par rapport à la culture. On ne peut pas, du coup, en l'état, remplacer la culture par le NGS, mais il faut envisager une combinaison de ces techniques pour augmenter la sensibilité. Donc le protocole que j'ai évalué pour la déplétion de l'ADN humain permet d'augmenter la couverture du génome bactérien pour permettre la prédiction de résistance aux antibiotiques. Mais il nécessite d'être amélioré car on a vu qu'il y avait quand même une efficacité variable d'un échantillon à l'autre. Et il doit surtout être développé pour être appliqué à d'autres échantillons
J'ai malheureusement pas eu le temps de vous en parler, mais je l'ai aussi brièvement testé pour des biopsies tissulaires ou des liquides articulaires. Et les résultats étaient moins prometteurs, suggérant une nécessité d'adapter les paramètres du protocole pour s'adapter à ce type de prélèvement. Et donc finalement, la définition des seuils de positivité est un enjeu majeur qui n'est pas forcément très discuté dans les différentes études qui existent maintenant. Et c'est absolument majeur parce que ça définit la sensibilité, la spécificité des tests. Et donc enfin, bien sûr, ces analyses ont un coût assez important qui est non négligeable par rapport à la culture et qui ne peut être justifié que s'ils permettent de la sensibilité et prédire efficacement la résistance aux antibiotiques. Je vous remercie pour votre attention et je remercie toutes les personnes de l'équipe qui m'ont accueilli et avec qui j'ai travaillé à Oxford. Et donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Camille. Merci. Anne, j'ai on t'a récupéré. Alors, moi, je voulais déjà remercier Camille pour cette présentation très claire qui nous explique bien toutes ces techniques de métagénomique qu'on commence à découvrir. Alors, après ça, on a envie d'en savoir plus, bien sûr. Et alors, déjà, moi, j'aurais peut-être une première question, parce que je vois que sur le chat, on n'a peut-être pas encore de questions. Pour l'instant, donc, on n'est pas dans le remplacement de la culture, mais finalement, c'est des techniques de recherche. Est-ce que c'est des techniques qui commencent à être utilisées en routine par certaines équipes? Est-ce que nous, à quel moment on va le positionner? Est-ce que déjà, vous commencez à l'utiliser plus? Comment ça se passe? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas encore énormément d'équipes qui utilisent ces techniques en routine. Peut-être à Paris où ils ont un peu développé également ces approches. À Lyon, on a un séquenceur nanopore. Donc on peut théoriquement faire le même type d'approche. Pour l'instant, on a plus développé des protocoles de séquençage 16S, donc l'approche dont j'ai pas parlé pour l'instant parce qu'elle coûte un peu moins cher et que c'est celle qu'on maîtrise le mieux en termes d'interprétation parce que la difficulté, je l'ai dit, c'est vraiment de pouvoir analyser et interpréter les données qu'on va générer en séquençage métagénomique. En tout cas, à Oxford, ils s'en servent pas non plus encore en diagnostic. Tout simplement parce que on arrive encore après la culture avec ces résultats et qu'il y a peu finalement d'échantillons pour la culture et lesquels elle était négative, pour lesquels on apporte une information supplémentaire. Donc il faudrait vraiment séquencer en routine beaucoup de prélèvements pour avoir un intérêt. Donc ils sont encore dans le développement des protocoles avant de pouvoir le proposer en diagnostic. Alors, il y a une question de Thomas Schrobowczek dans le chat. Il te demandait est-ce qu'il avait raté les échantillons que tu as utilisés au départ. Le type d'échantillon? Donc, c'était des liquides de sonication. Donc, c'est des liquides qui sont obtenus après traitement par ultrason des prothèses qui sont explantées. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à Lyon. À ma connaissance, c'est pas fait dans les laboratoires de la région. Parce que malheureusement, c'est quand même une logistique assez importante à déployer pour pouvoir les analyser. Et puis, il faut donc du coup explanter la prothèse, ce qu'on ne fait pas forcément chez tous les patients. Et il y a un risque de contamination quand on manipule ces éléments. Donc à Oxford, ils avaient un système intéressant de boîtes stériles dans lesquelles on pouvait mettre les prothèses. Donc finalement, ils n'avaient pas beaucoup de contamination des prélèvements. Ok, il y a une question de Bertrand Issartel en marge un petit peu de ta présentation sur qu'est-ce qu'on a comme information sur la corrélation entre le phénotype des gènes de résistance pour les pathogènes habituels. Je pense à la corrélation avec les génotypes. Je pense que c'est ça que Bertrand voulait comme information. Par rapport aux autres pathogènes que le staphylocoque doré? Oui, en fait, l'idée, c'est quelle est la corrélation entre les génotypes et les phénotypes pour ce qui est des mécanismes de résistance?
Alors, dans les mécanismes de résistance que j'ai présentés pour le staphylocoque doré, il y a certains couples antibiotiques gènes où le phénotype est clair et facile à interpréter. Donc, c'est le cas, par exemple, du gène MEC-A avec de la résistance à la méticilline. Mais il y a effectivement des situations où c'est plus problématique et ça peut peut-être expliquer les discordances entre le phénotype et génotype qu'on a observé dans le cas du staphylocoque doré. C'est le cas de la prédiction des mutations dans certains gènes pouvant expliquer des résistances aux antibiotiques. Et donc ça, il faut établir pour chaque mutation si oui ou non elle est responsable de résistance. Donc on a un certain nombre de données, mais effectivement on va en manquer pour certains couples de mutations et de phénotypes de résistance. Donc c'est pour ça que c'est encore des choses sur lesquelles on est très prudent et qui vont nécessiter le séquençage d'énormément de prélèvements pour pouvoir analyser la fiabilité de ces résultats. Alors, il y a une question de Sandrine Boisset qui dit: est-ce qu'il n'est pas plus facile de dépléter le liquide de sonication en ADN humain qu'une biopsie? Est-ce pour cela que les manips ont moins bien marché sur les biopsies? Oui, c'est très probablement ça. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont choisi à Oxford, mais aussi dans l'équipe de Robin Patel, de commencer par ces échantillons-là. Donc, pour les essais qu'on a fait sur les tissus et les liquides articulaires, en fait, les modifications du protocole que j'avais commencé à évaluer, c'était notamment de traiter plus longtemps avec la DNase pour pouvoir éliminer plus d'ADN humain, et ça avait l'air de fonctionner. Encore une fois, ça nécessite de pouvoir analyser énormément de prélèvements. Et pour chaque prélèvement, il faut comparer plusieurs conditions et séquencer ces différentes conditions. Donc, c'est un type de mise au point qui coûte extrêmement cher. Et je vous avoue que les travaux se sont un peu arrêtés depuis un an avec la situation qu'on connaît tous et qui a touché très sévèrement l'Angleterre. Et ils ont ouvert leur labo 6 semaines seulement entre les deux vagues depuis l'année dernière, donc c'est pour ça que les travaux n'ont pas énormément avancé.